Bonjour, je suis Nicolas Danchin de l'hôpital Pompidou à Paris et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui en face de Gabriel Steg de l'hôpital Bichat également à Paris. Et le sujet qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, c'est celui de cette nouvelle classe médicamenteuse qui est les anticorps anti-PCSK9. Alors, avant même d'aborder les résultats des études récentes, des grandes études récentes de morbimortalité, Gabriel, est-ce que tu peux nous dire un tout petit mot de l'historique de cette nouvelle classe thérapeutique, parce que je trouve que c'est une aventure qui mérite d'être racontée, même brièvement. Oui, c'est une jolie histoire. Ça commence par une découverte de génétique. Une équipe franco-libano-canadienne a identifié en 2003, une équipe menée par Catherine Boileau et Marianne Abifadel, a identifié une famille qui avait une hypercholestérolémie familiale un peu inhabituelle, avec une grande hypercholestérolémie familiale et des enfants qui avaient déjà très jeunes des taux de cholestérol élevés, des adultes qui avaient des maladies cardiovasculaires et une anomalie qui était différente des anomalies clairement identifiées habituelles de l'hypercholestérolémie familiale, avec une anomalie de gain de fonction d'une protéine qui s'appelle PCSK9. Le nom scientifique est assez compliqué, peu importe. Et toute l'histoire commence en 2003 par un article dans Nature Genetics. Et ce qui est assez intéressant et spectaculaire, c'est qu'en moins de 10 ans, cette découverte génétique se traduit par l'identification d'une nouvelle voie d'intervention thérapeutique potentielle, la mise au point d'un médicament et la mise à disposition sur le plan clinique de nouveaux médicaments hypocholestérolémiants qui sont des anticorps monoclonaux qui inhibent PCSK9 et qui donc abaissent très puissamment et de façon soutenue le taux de cholestérol, en particulier le taux de cholestérol LDL plasmatique, et dont ensuite on a testé les bénéfices cardiovasculaires. Je crois que c'est un exemple de translation de la découverte fondamentale à la clinique, est un des plus rapides que je connaisse. Oui, c'est extraordinairement rapide, effectivement. Ouais. Alors, on a eu d'abord toute une vague d'études qui ont démontré la puissance de ces traitements pour baisser le niveau de LDL cholestérol dans différentes situations. On a eu, en revanche, depuis maintenant un an et demi, 2 ans, des résultats d'études de morbimortalité qui sont de méga-études dont les résultats sont extrêmement importants. Est-ce que tu peux nous les résumer en termes d'efficacité, mais aussi, on le verra, en termes de sécurité d'emploi de ces traitements? Alors, il y a essentiellement 3 grandes études qui se sont intéressées à cette classe thérapeutique, avec 2 mammouths. L'étude Fourier, qui a été la première, qui s'est intéressée aux patients qui avaient une maladie vasculaire avérée, coronaire, périphérique ou cérébrovasculaire, stable, et un taux de cholestérol élevé malgré un traitement intensif par statine. Et l'étude a montré un bénéfice clair de l'inhibition de PCSK9 par l'évolocumab, avec une réduction du risque d'événements cardiovasculaires qui, suivant les critères de jugement, est de l'ordre de 15 à 20% de réduction du risque, 15% sur le critère primaire, et avec un bénéfice qui semble s'amplifier au fil du temps, un peu moins d'effet du traitement la première année et un peu plus après, et avec une tolérance qui a été, dans le cadre de l'étude, remarquable. C'est quand même une grande étude, plus de 25 000 patients. Mais avec un suivi... Avec un suivi un peu court, peut-être un peu plus court rétrospectivement qu'il n'eût fallu, de l'ordre de 3 ans environ, et avec une tolérance qui est tout à fait excellente, puisqu'il n'y a virtuellement pas d'effets secondaires notables. On craignait beaucoup des troubles cognitifs, des troubles musculaires, l'apparition de nouveaux diabètes, des éventuelles réactions allergiques, enfin, toutes sortes de choses. Il n'y a rien eu, il y a en particulier des sous-études très spécifiques, notamment une étude qui s'appelle Ebbinghaus sur la cognition, qui ne retrouve pas du tout de signal de ce point de vue-là. La seule chose qu'on a vue, c'est des réactions minimes au point d'injection, puisque c'est administré par voie sous-cutanée, soit tous les 15 jours, soit tous les mois. Donc un rapport bénéfice-risque qui semblait très favorable dans les limites d'une étude. Évidemment, il n'y a que quelques années de suivi, il n'y a que 25 000 patients, mais c'est déjà très bien. Et puis la deuxième grande étude à laquelle nous avons tous les deux participé, c'est Odyssey, qui elle est une étude un tout petit peu différente par la population traitée. Ce sont des post-syndromes coronariens aigus, par le traitement de base qui est un traitement maximal par statine avec des fortes doses de statine puissantes. On demandait 20 à 40 mg de rosuvastatine, 40 à 80 mg d'atorvastatine. Et par la stratégie de titration du médicament, qui est assez originale et assez différente de la plupart des études d'hypolipidémiants jusqu'ici, puisqu'on prenait des patients qui avaient un LDL cholestérol pas à l'objectif, donc au-delà de 70 mg par décilitre, et on cherchait délibérément à les amener dans une nouvelle zone thérapeutique entre 15 et 50 en gros. S'ils étaient en dessous de 50, on augmentait la dose. S'ils étaient en dessous de 15, on diminuait la dose.
Ouais. Et s'ils étaient de façon répétée en dessous de 15 avec la dose minimale, on interrompait le médicament. Donc c'est vraiment une stratégie pour les amener dans une nouvelle zone thérapeutique. C'est treat to target. Ça a été fait dans un souci de sécurité, en se disant on n'est pas complètement à ce stade certain de la sécurité de taux de LDL Il extrêmement faut bas. se remettre dans le éviter contexte de 2010-2011, Oui. au moment où ces essais ont été conçus, où à l'époque la préoccupation essentielle c'était est-ce qu'on ne sera pas délétère, notamment sur le plan neurologique, avec des taux de LDL cholestérol qui sont peut-être Extrêmement inférieurs à 20 voire 15 mg par décilitre de LDL cholestérol. Donc l'étude montre clairement qu'il y a un bénéfice cardiovasculaire, à nouveau de l'ordre de 15% sur le critère primaire, avec là encore un bénéfice qui s'amplifie clairement au fil du temps. La durée de l'étude est un peu plus longue que Fourier. On a 44% des patients qui sont au-delà de 3 ans et un suivi maximal jusqu'à 5 ans. Deuxième observation, la mortalité est plus basse dans le groupe traité que dans le groupe contrôle, même si, pour des raisons de formelles d'analyse statistique, on ne peut pas dire que cette différence est statistiquement significative parce que c'est un critère qui vient dans la hiérarchie d'analyse statistique après des critères non statistiquement significatifs. En tout cas, c'est une observation importante. Et c'est la mortalité globale. La mortalité donc, toute cause, qui est quand même le critère probablement le plus pertinent. Je sais que tu y Les- es les- toujours Moi, je suis très toujours attaché. très attentif à la mortalité globale qui traduit finalement l'espérance de vie. Et puis le troisième élément, c'est la tolérance. Et là encore, on a confirmé ce qui avait déjà été observé, c'est-à-dire une tolérance remarquable. Il n'y a virtuellement pas d'effets secondaires. Là encore, 18 924 patients, un suivi maximal jusqu'à 5 ans. On ne peut pas être totalement définitif, mais enfin quand même, c'est intéressant. Une question qui, je pense, permet un chiffre qui permet de bien voir de quoi on parle. Combien de patients faut-il traiter pour éviter un événement du critère primaire ? Il y a en gros 2% de différence en valeur absolue de l'estimation du taux d'événement à 4 ans, ce qui veut dire qu'il faut traiter 49 patients pendant 4 ans pour avoir un événement évité. Si on se focalise sur les patients les plus à risque, ceux qui ont un LDL cholestérol supérieur ou égal à 100 mg par décilitre, le NNT est à 16. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Finalement, au bout du compte, on a une nouvelle classe thérapeutique, efficace, remarquablement bien tolérée et avec pour une fois un rapport bénéfice-risque qui, pour autant qu'on puisse en juger, et malgré tout ce qu'on nous avait annoncé sur les éventuels dangers d'abaisser le LDL cholestérol de façon drastique, est remarquablement toléré avec un rapport bénéfice-risque presque optimal. La question, comme tout le monde le sait, c'est que ces médicaments ont un coût. Ils sont relativement coûteux, même si leur prix baisse beaucoup. Il a déjà beaucoup baissé et va sûrement encore continuer à baisser. C'est lié à la question du coût, mais la technique de fabrication est évidemment bien différente d'une technique de fabrication d'un médicament. Oui, les anticorps monoclonaux, il y a un coût chimique de fabrication qui est réel. Mais bon, le coût, c'est le laboratoire qui le fixe. Et après, la question, ça va être le remboursement. Parce que pour un médicament coûteux qui est potentiellement applicable à quand même une relativement grande population, quelle va être la meilleure population cible ? Alors, les autorités de santé, dans leur grande sagesse, décideront. Ce que le clinicien peut dire, et ce que disaient d'ailleurs déjà les consensus des sociétés savantes, notamment le consensus ESC il y a 2 ans, et qui est resté finalement tout à fait vrai après les résultats des études. C'est ça qui est intéressant, c'est que le consensus avait bien prédit l'avenir. C'est qu'il y a à l'évidence 2 grands types de populations à haut risque où on va se poser la question de l'utilisation de ces médicaments. Il y a les patients en prévention primaire avec un cholestérol très élevé, malgré le traitement médical habituel par statine ou statine et ézetimibe. Ça va être beaucoup des patients qui ont des hypercholestérolémies familiales. Et c'est relativement fréquent puisqu'il faut se souvenir que l'hypercholestérolémie familiale, c'est 1 personne sur 200. Oui. Donc ce n'est pas négligeable. Et ces patients-là, ils ont une intoxication, si je puis dire, au cholestérol et ils ont besoin de médicaments qui abaissent leur cholestérol. Et alors je te coupe un instant, mais on a regardé ça dans FAST-MI où on a trouvé qu'on avait pratiquement 3% des patients qui font un infarctus qui ont une hypercholestérolémie familiale hétérozygote probable. Donc ça, c'est la première population. C'est quand même une population assez ciblée. Et puis la deuxième population, c'est en prévention secondaire, notamment les patients en post-syndrome coronarien aigu qui ont un LDL cholestérol pas à l'objectif ou ceux qui sont stabilisés mais avec une maladie artérielle plus grave. Et là, il va falloir essayer d'identifier les populations où le risque de base est le plus élevé parce que c'est là qu'il y aura le plus grand retour sur investissement, si je puis dire, en termes de dépenses engagées, année de vie sauvée de bonne qualité, comme on dit dans le langage médico-économique. Et on verra quels sont les seuils qui sont fixés. Il me semble qu'un assez bon critère pour le clinicien, ce sera sûrement le LDL cholestérol, puisqu'il est directement relié au pronostic, que c'est un médicament qui abaisse le LDL cholestérol, et on imagine bien que le besoin médical est d'autant plus grand que le LDL cholestérol sous traitement médical optimal reste élevé. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cette synthèse rapide, mais je crois qu'il a vraiment balayé l'ensemble des données disponibles à l'heure actuelle. Il y aura certainement énormément d'analyses
complémentaires qui seront faites à partir de Fourier d'un côté et de Odyssey Cardiovascular Outcomes de l'autre. Et tu nous en feras bénéficier dans d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci.